Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Formule 1. On va faire le débrief du Grand Prix de Chine. Alors, je m'excuse déjà parce qu'on n'a pas fait le débrief du Grand Prix du Japon. Pour tout vous dire, la fin était enregistrée. C'est-à-dire que la partie des classements a été enregistrée, la vidéo était écrite. C'est vrai que j'ai jamais trouvé le temps en fait de faire le reste. En ce moment, c'est un petit peu le bordel. Donc voilà, pareil pour le Giro, il n'y aura pas les portions histoire, notamment sur. Enfin, les portions histoire seront un peu différentes. Ça sera pas écrit simplement parce que j'ai juste pas le temps là en ce moment. C'est un bordel monstre. Voilà. Beaucoup de boulot. On fait un peu différemment peut-être aussi. Ça va faire du bien pour le Giro de faire un petit peu différemment. Voilà, la partie histoire qui sera faite pas comme les années précédentes. C'est-à-dire ça sera pas écrit. Je vous donnerai juste mon avis sur les différentes arrivées qu'il y a sur certaines villes. Mais voilà, ça sera un peu différent. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si on sait que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, YouTube, les shorts, pardon, juste après l'arrivée des grandes compétitions de côté, notamment du cyclisme, Tour de Romandie cette semaine, Tour d'Espagne la semaine prochaine féminin, Tour d'Italie également. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. La petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec ce Grand Prix de Chine. J'avais un peu peur, moi, avant ce Grand Prix de Chine, pour plusieurs raisons. Déjà, moi, j'avais un souvenir du Grand Prix de Chine qui était pas dingue. D'un circuit qui a quelques virages intéressants, mais par exemple, moi, il y a une partie du deuxième secteur, je trouve ça chiant à mourir. Mais il y avait quelques portions que j'aime bien. Le dernier virage, le premier virage, bien entendu. Mais c'est vrai que sur le reste du parcours, c'était pas forcément le circuit qui me passionnait le plus. Moi, j'avais le souvenir de Grand Prix, à part sous la pluie, qui était pas très intéressant. Et puis surtout, moi, j'avais le souvenir d'un public qui était mou. J'avais le souvenir vraiment d'un Grand Prix de Chine où parfois toutes les tribunes n'étaient pas foncièrement toutes remplies. Et puis surtout qu'il n'y avait pas d'ambiance sur ce Grand Prix-là. Et là, c'est vrai que l'effet de zoo, je me disais en plus, bon, la F1, la Chine, ça les intéresse plus trop. Déjà parce que ça fait depuis 4 ans qu'on n'y est pas allé. Parce qu'on sent que l'Eldorado aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Et bien là, il y avait une ambiance de dingue. Les tribunes étaient pleines aussi, ce qui fait plaisir. Mais surtout, voilà, il y avait une énorme ambiance aujourd'hui sur ce circuit. Donc ça, c'était vraiment super. Bon, au niveau de l'organisation, on a eu quelques couacs, notamment avec ces flammes dues au fond plat des voitures, qui ont provoqué des petits problèmes. Et puis des soucis également, notamment du côté de la Belgique pour Gaëtan Vigneron, qui a eu des petits soucis pendant tout le week-end. Gaëtan Vigneron, surtout le jeudi soir, vendredi soir, qui n'arrivait pas à rentrer à son hôtel. C'était un petit peu compliqué pour lui. Donc voilà, on a eu des bonnes choses avec une course sprint qui était très intéressante. Et puis voilà, même les qualifs. Les qualifs étaient très bonnes. Donc voilà, on a eu des bonnes choses. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu une chouille moins bonne chose en termes d'organisation. Mais je trouve qu'au final, on a un week-end pas mal. Pour moi, c'est le meilleur week-end depuis le début d'année. Je trouve en termes de spectacle, si on regarde bien, les Japon, enfin les 4 premiers Grands Prix, on n'a pas eu autant de spectacles. Et voilà, là, on a eu du spectacle, que ce soit sur les deux courses. Il y a eu des choix de certaines équipes qui ont permis en plus d'avoir des hiérarchies différentes. Merci Mercedes. Avec cette idée de partir dans un sens et dans un autre entre les deux pilotes, c'est incompréhensible, mais bon, c'est Mercedes, j'ai envie de dire. Et puis, oui, un bon week-end. Un bon week-end. En gros, pour moi, c'est le week-end où j'ai pris le plus de plaisir depuis le début de saison. C'est-à-dire que la Chine, je m'attendais à rien. Alors c'est peut-être parce que j'avais pas beaucoup d'attentes, mais j'ai eu un beau spectacle, ce que j'avais pas eu sur d'autres circuits. Alors c'est pas encore exceptionnel, bien entendu, mais on a eu des dépassements. Des dépassements qui n'étaient pas des passages, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu que des dépassements DRS, on a eu des batailles, on a eu des tentatives de défense, parfois plus ou moins osées,
Mais au moins, il s'est passé des trucs, quoi. Au moins, j'ai des choses à dire. Parfois, certains grands prix où je me dis, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Là, j'ai eu des trucs à dire, donc content de ce côté-là. Note du Grand Prix, 13 sur 20. Bah, c'est mieux que d'habitude. C'est mieux que d'habitude. On a eu un peu de spectacle, déjà. On a eu quelques dépassements osés. On a failli avoir des surprises pour certaines équipes, qui auraient peut-être pu marquer des points. Bon, ce qui gâche encore un petit peu ce Grand Prix, ce sont les décisions de la FIA, mais moi je comprends toujours pas comment on a foutu une pénalité à Alonso là. Pourtant, je suis pas un défenseur vraiment d'Alonso, mais là je comprends pas pourquoi on lui met une pénalité. Enfin, vraiment, ça reste incompréhensible pour moi, mais comme souvent les pénalités du côté de la F1 ces derniers temps, je ne comprends vraiment pas. Avant, des fois, j'avais des explications que je trouvais mauvaises. Là, j'ai même pas d'explication pour la pénalité d'Alonso, donc c'est assez terrible. Non, mais c'est mieux que d'habitude. Voilà, donc c'est pour ça. La plupart des autres Grands Prix, on n'a pas été mieux que 8, hein, je crois, sur les 4 premiers Grands Prix de la saison. On n'aurait pas été au-dessus de 8 également pour le Grand Prix du Japon. Je mettrais des encouragements sur ce circuit. Voilà. Donc un bon petit 13 sur 20. Allez, on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Bon, on passe au bilan d'Alpine, bilan des Bleus, bilan d'Alpine. Bah, ça reste compliqué hein, pour Alpine. Déjà parce que les semaines dans l'entreprise sont pas simples. Entre les multiples réorganisations techniques qui forcément n'aident pas, une voiture qui n'est pas performante, donc il y a forcément un stress. On veut rendre la voiture performante. En Formule 1, on n'a pas le temps, on n'a jamais le temps, mais encore plus quand ton matériel n'est pas au top. Et puis les incertitudes depuis quelque temps, les rumeurs de vente qui se sont accentuées sur les 2-3 dernières semaines, où on nous dit bon, Alpine serait peut-être en vente. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que Alpine, c'est Renault au-dessus. Alors certes, vous allez me dire, Ferrari, au-dessus, c'est Stellantis. Sauf que Stellantis, comme Fiat, ont toujours laissé les coudées franches à Ferrari. Et Ferrari sans la Formule 1, c'est pareillement Ferrari. Et indirectement, la F1 sans Ferrari, voilà, les deux sont liés. Mais Alpine, ils sont arrivés qu'en 77, Renault. Puis, bon, en tant que constructeur, ils ont été présents de 77 à 85 de tête. Et puis ensuite, ils sont revenus en 2001, 2002, depuis quand c'était l'année du retour. Avec le Grand Prix d'Australie, il y a Arnaud Trulli notamment dans cette équipe et Jenson Button, et puis ensuite ça a complètement disparu, voilà, entre 2011 et 2015. Ils sont revenus ensuite en 2015, mais voilà, l'histoire de Renault avec la Formule 1 est un petit peu compliquée. Alors certes c'est Alpine, certes c'est la marque sportive, mais on voit qu'ils sont également présents en endurance. De base Alpine c'était quand même le rallye, c'est pas la F1. Et ça reste possible qu'ils veuillent vendre parce que Renault veut avoir des résultats. Renault ne peut pas se permettre d'avoir aussi peu de résultats avec une équipe. C'est le souci. Renault, 5e, c'était pas un problème. Là, t'es dernier pour le moment. Enfin, t'es dans les 3 derniers. 4e, 5e, c'était pas un problème pour Renault. Là, c'est un problème en termes de résultats. Et puis, l'image de l'équipe est écornée par ces multiples changements de direction, par le fait que la voiture ne marche pas. L'image de l'équipe est écornée. Donc c'est vrai que ça n'aide pas au niveau marketing. Un constructeur comme Renault, quand il s'engage dans les sports mécaniques, il faut qu'il y ait des résultats. Parce que s'engager dans les sports mécaniques, c'est un budget marketing. Ce qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de montrer ce qu'on sait faire. Donc c'est une publicité géante. C'est de montrer ce qu'on sait faire pour ensuite le refourguer à des particuliers. C'est ce qu'a fait Audi avec le diesel au Mans. C'est ce que font plein de marques. L'idée est de vouloir se montrer en Formule 1 pour avoir des retours sur investissement. En Red Bull, c'était ça.
L'idée était de montrer à tout le monde les boissons Red Bull, vous voyez, c'est super, c'est fun, c'est funky. Red Bull aujourd'hui se porte comme un Loir du côté des boissons. C'est aussi grâce à la Formule 1. Les sports extrêmes, ça a marché un temps, mais au bout d'un moment, il fallait la Formule 1. Un constructeur comme Renault aujourd'hui a besoin de la Formule 1, mais a besoin surtout de résultats. Et c'est là où il y a le problème. En même temps, c'est très compliqué d'avoir des résultats vu l'organisation aujourd'hui d'Alpine. C'est la seule équipe qui est organisée de cette manière-là. D'un côté Viry-Châtillon, de l'autre côté Enstone. Pour moi, ça ne peut pas marcher. Pour moi, il faudrait rapatrier, soit tout emmener à Enstone, soit tout emmener à Viry-Châtillon. Mais aujourd'hui, je crois que le vrai problème d'Alpine, c'est d'avoir cette lutte en interne entre les mecs qui font le châssis, les mecs qui font le moteur. Aujourd'hui, il y a une vraie lutte en interne. C'est le cas depuis plusieurs années, mais aujourd'hui en Formule 1, on ne peut plus être à l'à peu près. Il faut être parfait pour réussir à avoir des résultats en Formule 1. Peut-être qu'il y a 15 ans, ça pouvait marcher cette méthodologie-là, déjà parce que les châssis étaient de qualité aussi, et le moteur était de qualité. Aujourd'hui, le châssis est pas bon, le moteur est pas bon. Forcément, à un moment, il faut peut-être taper du poing sur la table, et peut-être que l'idée, c'est de tout rapatrier. Parce que forcément, depuis le Brexit, c'est quand même très compliqué dans les processus de travail d'Alpine, de passer d'un pays à l'autre. Surtout qu'encore une fois, voilà, l'Angleterre n'est plus dans l'Union européenne, donc c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Et je pense qu'il faudrait y réfléchir chez Alpine. Je pense qu'il faut, comme dirait le gouvernement, il ne faut pas de totem ni de tabou. Non, mais il ne faudrait pas de tabou, quoi. Oui, il faut réfléchir à toutes les possibilités. C'est ça surtout, il faut réfléchir à toutes les possibilités, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui les processus de travail ne fonctionnent pas chez Alpine. Et puis là, sur ce week-end, vous avez Gasly qui se retrouve à avoir une voiture inutilisable en Q1, enfin en essai libre. Première séance d'essai libre, voiture qui n'est pas finie, qui n'est pas bien réalisée, qui n'est pas terminée. Et ça, c'est la spirale négative. C'est-à-dire, les résultats ne sont pas là, la voiture n'est pas bonne, donc les résultats ne sont pas là, les pilotes vont commencer aussi à se démotiver, et puis l'équipe commence à se démotiver, fait des erreurs qui engendrent de la contre-performance, et ça tourne. Au fur et à mesure, et ça peut devenir très vite l'enfer. Ensuite, ils arrivent à rectifier un petit peu le tir en course. On a notamment une 11e place de Esteban Ocon le dimanche, mais de l'autre côté, il y a quand même des points qui sont encore marqués par AlphaTauri, quoi. AlphaTauri s'éloigne un petit peu. Alors heureusement pour eux, c'est que Sauber n'a pas marqué de points. Si Sauber avait marqué un point, ça aurait été compliqué. Et puis pour le moment, les points ne sont pas pour les 12 premiers. Une belle idée à la con de la part de la FIA. Moi je serais plutôt pour qu'on enlève les points au 9e et 10e et qu'on revienne aux 8 premiers qui marquent des points. Mais surtout pas qu'on donne aux 12. C'est pas l'école des fans non plus, la Formule 1. Tout le monde va avoir des points, mais il y aura toujours un premier, un dernier. Ça s'appelle les sports mécaniques. Le dernier, il aura plus 0 points, il aura 4 points. Mais il sera toujours dernier. Au final, ça ne changera pas grand-chose. C'est dommage aussi, c'est que j'ai encore l'impression que Pierre se fait manger par Esteban. Alors certes, il y a eu ce problème en essai libre 1, mais il y a quand même un écart de performance pour le moment entre Esteban et Pierre. C'était déjà le cas au Japon. C'est le cas depuis le début de saison. J'ai l'impression que pour le moment, Pierre se fait manger par Esteban. Et je me dis que s'il a eu des problèmes sur sa voiture qui étaient mal fignolées, souvent les deuxièmes pilotes ont des voitures qui tombent plus souvent en panne que les pilotes numéro 1 dans certaines équipes. J'ai peur qu'il commence à avoir plein de problèmes sur sa voiture, qu'il soit considéré presque comme un pilote numéro 2. Donc ça serait bien de pouvoir rectifier le tir du côté de Pierre, parce que pour le moment, en termes de performance, il est pour moi dominé par Esteban. Dominé par Esteban. Esteban est devant. Et devant depuis le début de saison. Donc ça serait bien que Pierre arrive à le rattraper. On passe pas très loin des points du côté de cette équipe, ce qui aurait peut-être donné encore plus de bonheur à cette structure et surtout permis de se débarrasser notamment de Williams, de Sauber, où ça va être un petit peu la bagarre des derniers pour Alpine. Ils le savent, à part s'ils arrivent à faire une McLaren comme l'année dernière qui avait réussi à révolutionner complètement sa voiture. Je ne sais pas comment ça va se passer du côté d'Alpine, mais McLaren avait des capacités techniques, et notamment Zak Brown aussi à la tête de l'équipe.
Du côté d'Alpine, je suis un peu plus circonspect par rapport aux mecs qui sont à la tête de l'équipe. Bruno Famin, mais il n'a jamais été à la tête d'une équipe de F1. Bruno Famin, il était du côté de l'endurance, donc c'est pas la même chose. Et puis encore une fois, ce problème, Enstone, Viry-Châtillon, et je pense que le fait qu'en plus on mette des mecs français à la tête d'Alpine, or la moitié de l'équipe est quand même britannique, ça aide pas pour le relationnel. Donc ouais, la situation est pas évidente du tout. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait réfléchir à certaines choses du côté d'Alpine, ou peut-être, oui, revendre l'équipe. S'ils pensent qu'ils peuvent pas être performants à court terme, revendre l'équipe, mais ça voudrait dire que ce retour en Formule 1 aura été un échec cuisant. Entre 2015 et 2025, imaginons. Ça aura été un échec. Alors, bon, voilà. Autant la campagne précédente s'est finie en eau de boudin, mais ça avait été une réussite avec les 2 titres de champion du monde pilote de Alonso, autant là ça aura été un échec complet. Allez, on regarde tout de suite les pilotes au top. Les pilotes top, aujourd'hui il y en a 2 sur ce week-end. Je trouve qu'il y a 2 pilotes qui sont vraiment sortis du lot. Verstappen, je trouve qu'il a fait un week-end assez incroyable parce qu'on le voit le vendredi, il n'est pas à l'aise dans la voiture. Sous la pluie, il a beaucoup de mal, surtout à la sortie, notamment de l'épingle. À la sortie de l'épingle, à un moment, il te fait. En 4e, 5e, il patine encore. Je suis quasiment sûr. C'est-à-dire qu'il essaye de passer les vitesses rapidement, mais il patine tout le temps. T'as l'arrière qui décroche. La voiture est vraiment inconduisible. Et bon, en qualif, c'est compliqué. Mais bon, dès que c'est sur le sec, tu retrouves le grand Verstappen avec une marge de sécurité sur tout le monde. Et pourtant, c'était pas évident parce qu'avec le nouveau format des courses sprint, donc avec cette course sprint le matin, tu te retrouves en fait à pas avoir de temps de transition. C'est-à-dire que tu passes d'une séance d'essai tout de suite à la course, quasiment. T'as pas une séance d'essai libre, t'as pas une autre séance pour, on va dire, te remettre dans le bain, pour essayer de travailler, pour essayer de rectifier le tir. Et c'est vrai que du côté de Verstappen, il a réussi à s'en sortir et puis à retrouver du rythme. Et derrière le Grand Prix, bon, il est au-dessus, mais il aurait pu être, je dirais, une chouille en difficulté parce que vendredi, je sentais vraiment pas bien dans le rythme et vraiment, je trouvais qu'il avait du mal, tout simplement, vendredi. Et puis bon, samedi, il rectifie tout de suite le tir. Dimanche, il est au-dessus du lot de nouveau. Donc voilà, ça a été un week-end intéressant de voir qu'il a quand même toujours cette marge de sécurité sur le sec et que même quand il est en difficulté, quand il arrive à trouver la solution, il arrive à trouver la solution. Et je trouve que ces 2 dépassements, notamment le dépassement sur Hamilton, est très très bien réalisé. Ça faisait du bien de voir les 2, même à l'avant de la course, à ce moment-là. Donc ouais, du côté de Verstappen, très beau Grand Prix. Et puis encore une belle course. Par contre, sur le format sprint, ça a toujours été un problème, ce format de la course sprint. Aujourd'hui, parce qu'il y a déjà ces 2 séances de qualif. Alors moi, je préfère presque la séance de qualif shot-out, parce que je trouve que, par exemple, en Q1, par rapport à la qualif normale, il y a moins ce sentiment de temps d'attente, où tu as l'impression que sur les 5-6 premières minutes, il ne se passe pas grand-chose dans la séance de qualif traditionnelle. Là, je trouve que c'est plus condensé, plus court, et ça oblige quasiment tout le monde à être d'entrée, de sortir d'entrée, d'être tout de suite en action. Moi, je préfère. Mais ça a toujours été un problème, ce format de la sprint, parce qu'au départ, la sprint, c'était quand même de faire une course le samedi après-midi. Ça a été vendu comme ça, le principe de la qualification sprint, de la course sprint. Là maintenant, donc le samedi matin, en termes de visibilité, c'est pas énorme, quoi. C'est pas exceptionnel. Ça enlève juste une séance de travail pour la remplacer par une course qui n'a pas vraiment beaucoup de visibilité pour un téléspectateur, de la mettre le matin. Donc, je suis assez surpris de ce format. Le Grand Prix le dimanche, c'est bien, mais bon, là, la sprint ne devient plus un truc vraiment mis en avant, quoi, comme c'était le cas auparavant. Donc, est-ce que ça marche mieux? C'est vrai qu'il y a un peu plus de logique avec ta séance de qualif le vendredi, ta course qui suit le lendemain. Mais je me dis que bon. Alors, ça permet d'éviter. Ce qui est intéressant quand même, ce format-là,
c'est que ça permet d'éviter d'avoir 2 séances de qualif d'affilée. Parce que c'est vrai que l'année dernière, on avait vendredi soir qualif, samedi matin qualif. On avait 2 fois des qualifs qui s'enchaînaient, donc tu avais l'impression de voir 2 fois la même chose. C'était pas hyper passionnant. Mais la contrepartie, c'est que ta course sprint n'est plus vraiment mise en avant. Alors est-ce qu'on pourrait pas trouver une autre solution? Peut-être d'avoir une qualif, une course sprint qualif dans l'après-midi, c'est-à-dire les deux soient liés dans l'après-midi, ce qui pourrait être intéressant, ce qui ferait qu'aussi lors de ta séance de qualification tu aurais peu de temps, ce qui permettrait peut-être de débloquer du temps pour avoir une séance d'essai ou pour avoir une séance de qualif le samedi matin, de continuer d'avoir 2 séances d'essai le vendredi, mais l'objectif également de ce format c'était d'avoir un truc à grignoter le vendredi. Mais il y a toujours eu un problème avec le format de la sprint et je suis pas sûr qu'on l'ait réglé avec cette nouvelle trouvaille. Voilà. Mais bon, est-ce que c'est pire que du côté de la MotoGP? Le format MotoGP me plaît pas plus non plus avec une qualif pour 2 courses. C'est pas non plus ce que j'aime le mieux, donc ouais. Je sais pas quel est le format le plus intéressant aujourd'hui. Pour ces week-end sprint, je ne sais pas s'il y a un format même qui serait plus intéressant. Moi, je préférerais un système de grille inversée, mais bon, aujourd'hui, c'est pas le cas. Je préférerais qu'on ait un système, voilà, avec une grille inversée le samedi, pourquoi pas, qui pourrait être intéressant, donner encore plus de spectacles, ou grille inversée le dimanche, je sais pas, lorsqu'on a des situations de course sprint. On poursuit avec Lando Norris. Très bon week-end de Lando. Très très bon week-end. Oui, bah, il a fait du bon job. Du bon job tout simplement, Lando Norris. C'était pas si facile que ça pour lui. Mais il est sur une belle série. Hein. Et puis vraiment le dimanche, beau choix stratégique de l'équipe. Parce que pour moi, c'était pas assuré du tout leur choix stratégique d'arrêt au stand. Et ça a plutôt bien marché, surtout qu'il s'était un peu planté au Japon, je crois me rappeler. Vous avez tenté un arrêt qui n'avait pas véritablement fonctionné. Là, ça a fonctionné du côté de McLaren. Et puis tu sens que sa voiture a vraiment un gros tempo. En plus, il fait quand même un gros écart par rapport à Piastri. Hein. C'est un peu comme Verstappen par rapport à Perez, mais là, Norris par rapport à Piastri. Il y a un gros écart de performance, je trouve, ce week-end entre les deux. Or, quand on connaît le niveau d'Oscar Piastri, c'est plutôt bien de la part de Lando Norris. Et dans ce début de saison, il se fait de nouveau remarquer. Et que je me dis que du côté de Mercedes, on devrait aussi regarder Lando Norris. Parce qu'il y a un pilote qui a un gros potentiel. Alors, le problème de prendre Lando Norris, c'est qu'ils se connaissent bien avec Russell. Et qu'ils ont été adversaires aussi avec Russell. Ça pourrait être le même problème qu'entre Rosberg et Hamilton. C'est-à-dire d'une situation qui se dégrade au fur et à mesure, et on sait que Toto Wolff voudrait éviter ce genre de situation. Mais bon, avec Russell et Verstappen, la situation peut aussi se dégrader. Hein. Parce que pour moi, ça voudrait dire qu'on ne croit pas en Russell champion du monde. Voilà. C'est pour ça qu'on lui mettrait Verstappen dans les pattes. Mais du côté de Lando Norris, je trouve qu'il a fait un très bon week-end, une belle perf, et puis on voit que la McLaren est toujours performante, je dirais, sur certaines pistes. Elle arrive vraiment à tenir un très bon rang. Là, ils sont quand même devant Ferrari pendant tout le week-end, je trouve, en rythme pur. Donc non, vraiment bien Lando Norris, et puis belle stratégie le dimanche qui a fonctionné. Ils avaient pris des risques qui n'avaient pas marché sur le Grand Prix précédent. Bon, là, ça a marché, c'est super. Côté de Lando Norris, donc ouais, très content pour le pilote britannique, et puis j'espère que ça va se poursuivre pendant tout le reste de la saison, parce que ça ferait un challenge pour Ferrari, ça ferait un challenge également pour Aston Martin. Il y aurait peut-être pas la bagarre pour la gagne au général, mais alors la bagarre pour les meilleures places. Ça pourrait être intéressant d'être en grande bagarre. Et puis si Mercedes retrouve un petit peu de rythme, il pourrait y avoir des choses intéressantes en termes de bagarre. Donc c'est bien entre ces différentes équipes. On a du bon boulot. Donc bravo pour ces formations. Puis moi voilà, je considère que là on a eu
Ouais, une très bonne course voilà, ce week-end. Ça s'est vraiment bien passé, donc très content voilà, de cette épreuve et de comment ça s'est déroulé pour les différents pilotes. Je précise également pourquoi j'ai pas mis. Alors il n'y a que le classement de la course en bas là, en infographie. Parce que l'infographie pour la course sprint a été mal faite par Standefin et j'utilise tout le temps Standefin parce que les tableaux sont mieux faits que sur d'autres sites. Donc c'est pour ça que je vous mets que le Grand Prix parce que là sur la course sprint le tableau était mal fait. C'est-à-dire que t'as les temps de qualif, tu sais pas si c'est le Grand Prix, les temps de qualif, enfin voilà, il y a un problème avec le tableau. Donc j'ai privilégié la course sprint de ce côté-là et puis il n'y avait même pas le temps des qualifs non plus donc c'était un petit peu problématique. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait de cette manière. On passe au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne, je pense que ça va pas plaire à tout le monde. J'ai mis Alonso. Pourquoi je mets Alonso ? Je trouve que par rapport au rythme qu'il avait, eh bien ses résultats sur les 2 courses sont décevants. Il avait un super rythme ce week-end qui aurait dû permettre de marquer des points. Des très très gros points. Je pense qu'il avait la capacité d'être dans le top 5 des 2 courses et il n'est pas dans le top 5 de ses épreuves. Il est 7ème du Grand Prix et puis il est 3ème de la sprint, 7ème du Grand Prix. Mais c'est vrai que je me disais, il a un super rythme ce week-end et je suis assez déçu de son Grand Prix. Sa course sprint, elle n'est pas évidente. Je trouve que sa course sprint est peut-être même plus réussie que son Grand Prix. Je trouve que son Grand Prix, il est décevant. Parce qu'encore une fois, il y avait du rythme, quoi. Hein. Il y avait un vrai rythme. Et là, ça s'est pas bien passé. Alors oui, là, il y a eu la safety car. Mais même en fin de Grand Prix, ça allait pas si vite que ça du côté d'Alonso. Alors certes, la safety car là vraiment, ça lui coûte un peu. Mais il aurait peut-être fallu avoir une stratégie différente. Il y a des pilotes à qui ça n'a pas coûté les safety cars. Donc c'est là où on voit encore que du côté d'Aston Martin, c'est bien d'avoir une voiture rapide, mais avoir un deuxième équipier qui roule, qui soit performant, c'est bien aussi. Puis aussi en termes d'analyse stratégique, c'est une équipe qui fait beaucoup trop d'erreurs dans ce domaine-là. C'était déjà le problème chez Racing Point Force India. Hein. Les stratégies dans cette structure n'étaient pas sensationnelles. Mais je trouve que ça reste un problème encore dans cette équipe. Et puis, oui, je m'attendais à plus de points. Voilà. Donc je me dis qu'ils ont raté peut-être une belle opportunité de rester dans le match pour la 2e place du côté du championnat du monde constructeur parce que c'est un circuit où ils avaient du rythme. Alors, pourtant j'avais un peu peur pour eux en me disant il y a quand même la longue ligne droite avec le bunker jusqu'à la chicane. Je me disais ça va peut-être être compliqué parce qu'on sait que cette voiture a un déficit en termes de vitesse de pointe. Mais elle s'en est plutôt bien sortie sur cette piste. Il y avait plutôt du rythme, c'était une voiture qui marchait bien dans les secteurs techniques, on voit dans le freinage. Donc c'est le 1, 2, 3, 4, virage 4, où c'était pas mal. Et c'est un virage, voilà, je trouve que sur certains virages, ça allait vite du côté de l'Aston Martin, ça allait peut-être même une chouille plus vite que la voiture de Perez. Et ça allait au moins aussi vite que la McLaren. Mais ouais, ils ont raté l'opportunité de marquer des gros points le dimanche, donc un peu déçu de ce côté-là. Je continue avec Aston Martin, mais pour d'autres raisons, c'est Stroll. Compliqué de défendre Stroll. Hein. Vous savez que moi, je suis pas le mec qui tape le plus sur Stroll. Je tapais plus sur Mazepin que sur Stroll, par exemple. Je tapais beaucoup sur Mazepin. Stroll, c'est quand même un pilote qui est dur à cerner, quoi. Parce qu'à un moment, moi, je pensais vraiment qu'il n'était pas fan de Formule 1, qu'il était là parce que son père avait décidé qu'il ferait pilote de Formule 1 et que bon, c'était pas forcément sa vocation. Sauf que en Turquie, quand il fait la pole position, il est heureux comme un mec qui est passionné de Formule 1. Donc je me dis, le problème, il n'est pas là. Est-ce que le problème, il n'est pas au niveau mental, au niveau... est-ce que sa manière d'être convient à la Formule 1 ?
C'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il en a rien à foutre, quoi. Que un mauvais résultat, pour lui, c'est pas grave. Donc c'est très bizarre, Stroll, parce que... Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il parle pas hyper bien français, il veut à chaque fois faire ses interviews en français et il parle pas super bien français. J'ai pas vu d'interview de Stroll en anglais. Faudrait que je regarde s'il y a ce même décalage quand il parle en anglais. Parce qu'en français, on a vraiment l'impression que... Enfin, normalement, en anglais, il doit parler correctement, vu qu'il est canadien. Mais en français, c'est vrai que c'est compliqué. Parce que j'ai l'impression que, comme il parle pas correctement le français, il a du mal à exprimer ce qu'il a envie de dire. Donc, c'est peut-être pas le cas en anglais. C'est pour ça que j'aimerais voir une interview de lui en anglais. Pour voir s'il y a ce même côté un petit peu décalé. Mais du côté de Stroll, ouais, j'ai un peu de mal, quoi. Ces derniers temps, en fait, depuis la saison dernière, parce que la saison 2023 de Stroll, elle est pas bonne. Pas que seulement comparé à Alonso, même si tu compares à ses autres années, je trouve que c'est pas top, quoi. À part les premières courses, et pourtant il était blessé. Après, derrière, il s'en sort pas des masses. Là, bon, il est complètement dominé par Alonso. Mais normalement, il doit accrocher les points. Il doit accrocher les points des deux courses. Stroll. Sauf qu'avec son erreur sur le restart le dimanche, bah, ça lui coûte très cher. Et puis même le samedi, il n'est pas dans le coup pour marquer des points. Et ça, je trouve que c'est un problème, parce qu'il a le matériel pour. Encore une fois, l'Aston Martin, elle était très performante. Ce week-end, elle était à un bon niveau. Je pense qu'elle n'avait pas ce... Sur certains circuits, on a l'impression que c'est la cinquième puissance du plateau. Là, j'avais vraiment l'impression qu'elle pouvait se mêler à la lutte avec les meilleures voitures. Donc Stroll, il n'est pas en capacité de se mêler à la lutte avec les meilleures voitures. Donc là, moi, je trouve qu'il y a un problème. Et puis oui, forcément, son erreur, il rentre dans Ricciardo. Ouais, ça aurait pu coûter très cher du côté de Lance Stroll. Et bon, il se fait dézinguer sur les réseaux sociaux depuis 2 jours, 3 jours même. Mais pour moi, ouais, il y a une erreur de pilotage. Après, c'est pas le seul à l'avoir fait, hein. Hülkenberg l'a fait sur un départ. Il y en a plus d'un qui a fait ce genre d'erreur. Mais ça fait beaucoup, c'est une accumulation en fait, du côté de Stroll. Après, certains disent est-ce que ça va lui coûter sa place en Formule 1? C'est qui a le plus de parts dans l'entreprise Aston Martin? C'est pas Pounet. Tant qu'il est majoritaire, Papounet il dégagera pas, hein, Stroll. Donc voilà, fin du débat. Bah non, mais bon, Stroll il restera tant que Papounet aura du pouvoir dans Aston Martin. Quand Papounet aura plus de pouvoir dans Aston Martin, il dégagera. Mais bon, tant que Papounet il a du pouvoir dans Aston Martin, à part s'il décide de prendre sa retraite, il continuera. Aujourd'hui, c'est pas la question. Il en a fait d'autres des conneries, il en a fait d'autres des mauvaises saisons. Que ça soit chez Aston ou chez Williams, il est toujours resté parce que c'est papa qui fournit l'argent derrière. Et que Aston Martin a besoin de l'argent de papa pour être rentable. Donc, tant que papa met de l'argent, Stroll aura sa carrière d'assuré. Bon, après, c'est sûr que la communication de dire c'est un atout incroyable pour notre équipe. Bon, quand même pas sous de la gueule du monde, Stroll. Je suis pas convaincu de son impact au niveau qu'au niveau technique soit exceptionnel. Peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai pas cette impression-là. Donc, ouais, il y a encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail du côté de Stroll. Est-ce qu'il arrivera à poursuivre en Formule 1? Moi, je pense que oui. Est-ce qu'il arrivera à être performant en Formule 1? Pas convaincu, mais j'ai toujours eu... il est dur à cerner, voilà, Stroll. C'est quand même, quand tu vois ses interviews, quand tu vois... Tu as toujours l'impression qu'il est un peu ailleurs, qu'il est... Ouais, je sais pas. Je pense que son caractère ne convient pas à la Formule 1. C'est sa manière de faire, de penser, je suis pas sûr que ça convienne complètement au monde de la Formule 1. C'est peut-être là le principal problème de Lance Stroll. On passe à Carlos Sainz. Ouais,
Alors déjà, je trouve que Ferrari avait pas un super rythme ce week-end. Eux qui sont normalement pour le moment deuxième force du peloton, je trouve que là ce week-end il n'y avait pas un hyper gros rythme. Les voitures n'arrivaient pas à rouler sur un gros tempo. Elles étaient assez instables, j'ai l'impression. Pourtant c'est plutôt une voiture qui a plutôt le problème inverse. C'est plutôt des voitures qui ont un train avant feignant. J'avais l'impression qu'à l'arrière c'était assez instable du côté de Ferrari, ce qui n'est pas habituel aujourd'hui pour cette équipe. Et puis du côté de Carlos Sainz, il en a trop fait. Pardon, il oublie certains. Enfin, surtout sur la sprint, il fait perdre beaucoup de temps à Charles Leclerc, je trouve. Si Charles Leclerc n'est pas en capacité de jouer avec Piastri, je pense aussi que Carlos Sainz lui fait perdre un temps énorme dans leur bagarre. Il y a des moments où oui, c'était too much de la part de Sainz. Et le dimanche, je pense qu'on lui a dit de se calmer par rapport à Leclerc. Que bon, il a appliqué ce précepte-là, mais ouais, Ferrari avait un manque de rythme et lui, il en a trop fait. Alors, ce qui m'a fait marrer, c'est que sur les réseaux sociaux, toujours cette demi-mesure, il y a quelques jours, on nous disait Sainz, c'est une erreur de la part de Ferrari de l'avoir viré. Et puis après ce week-end, oh bah si, ils font bien de le virer, c'est une pompe à vélo. Carlos Sainz. Moi, Carlos Sainz, il a toujours eu ce problème-là, c'est d'être un peu irrégulier en termes de performance. Je dirais, sauf sa première année chez Ferrari, où il avait été tout de suite dans le rythme, et moi j'avais été impressionné par sa première année chez Ferrari. Mais je trouve que c'est un pilote qui est irrégulier, c'est un pilote qui a tendance, un peu comme son père, hein, j'ai envie de dire, à être un peu sanguin, quoi, Sainz. C'est-à-dire qu'il est un peu... quand il défend sec. Et puis il oublie surtout que en défendant sec, il fait perdre du temps. Puis équipier, pas équipier, il en a rien à foutre. Que n'importe quel pilote derrière lui, certains jours, il peut vouloir le mettre dans le décor, enfin le tasser violemment. C'est ce qui s'est passé avec Charles Leclerc, mais sauf qu'il oublie, je pense, ce côté équipe. Ferrari avait besoin de points ce week-end. Ils auraient bien aimé les points de la 5e place. Ils auraient peut-être bien aimé également les points de la 4e place de Lando Norris, sauf qu'avec ces 3-4 tours où ils sont en pleine bagarre, Sainz et Leclerc, ça fait perdre beaucoup de temps à Charles Leclerc, qui n'est pas ensuite en mesure d'aller chercher les pilotes de devant. Donc ça, c'est un petit peu dommageable. Et du côté du Grand Prix le dimanche, oui, il est derrière Leclerc. Après, la performance est plutôt bonne, hein, mais bon, voilà, il est derrière Leclerc, mais encore une fois, il en a trop fait sur ce week-end. Et ça aurait pu lui coûter cher. Du côté des voitures, ça aurait pu coûter cher à Ferrari. Donc, ouais, pas forcément très intelligent de sa part. Et puis, plus son crash aussi. Il faut rajouter son crash. Voilà. Il y a des jours comme ça où il est un petit peu sanguin, Carlos Sainz, et il fait pas mal d'erreurs. Et c'est ce côté assez irrégulier. Moi, je lui ai toujours reproché à Sainz. C'est un pilote qui a un talent, oui, qui est capable d'être super performant. De là, être champion du monde, il y a ce problème un peu de régularité dans la performance. Pour moi, aujourd'hui, c'est un très bon deuxième pilote. Est-ce que je mettrais pilote numéro 1 ? Pas sûr, dans une équipe, mais aujourd'hui, mon Sainz, on sait très bien qu'il va aller chez Audi. Je serais très surpris qu'il n'aille pas chez Audi. Aujourd'hui, Carlos Sainz. Mais Audi devra se dire aussi que est-ce que Sainz permettra à son équipe d'être champion du monde? Peut-être pas. Enfin, champion du monde pilote. Peut-être qu'il faudra miser sur un autre pilote. Je ne sais pas quels seront les choix d'Audi pour le moment. Mais bon, on sait très bien qu'il va rejoindre Audi. Je pense qu'il va remplacer Bottas chez Sauber. Je ne suis pas sûr que Bottas continue. Parce que pour le moment, Bottas il a un peu la tête ailleurs aujourd'hui en Formule 1. Après, peut-être que Bottas remplacera Sargent, mais tout dépendra du budget qu'il pourra apporter à Williams. Je pense que celui qui risque de jarter, c'est Bottas, voilà, aujourd'hui. Et Sargent. Mais je pense que c'est les deux qui risquent de jarter avec Ricciardo. Je pense que ces trois-là doivent se méfier, parce que je suis pas sûr qu'ils puissent rester
en Formule 1 bien longtemps. Et puis on termine avec Mercedes. La stratégie de Mercedes est assez incompréhensible. C'est-à-dire, d'un côté, Mercedes nous dit vendredi, tout va bien chez Mercedes, samedi matin, tout va bien chez Mercedes. Donc là, on se dit, enfin, avec Hamilton, bon, voilà. Bon, la voiture est performante, voilà, ils arrivent à avoir du rythme, on les a rarement vus aussi performants depuis quelques temps. Après, c'est un circuit qui leur a toujours bien réussi. Je rappelle, c'est là où ils ont obtenu leur première victoire dans l'ère moderne. Mercedes en termes d'équipe avec Nico Rosberg. Ils avaient fait une première ligne avec Rosberg, Schumacher aussi, je crois que ça remonte à 2012, quelque chose, oui, c'est 2012, c'est là où Rosberg gagne son premier Grand Prix, donc c'est vraiment une piste qui leur a toujours réussi Mercedes. Pourquoi samedi, après la course sprint, ils décident de changer du tout au tout? Ça n'a aucun sens. C'est là où je dis que chez Mercedes en ce moment il y a quand même des soucis derrière, parce que déjà premièrement ils ne comprennent pas leur voiture, mais aussi en termes de choix en termes de stratégie parfois, mais en termes de réglage, de comment on aborde le week-end, il y a des énormes erreurs de la part de Mercedes. Et là l'idée de partir en plus avec un pilote, je ne comprends pas pourquoi c'est pas Russell qui a décidé de changer de direction et pourquoi on n'est pas resté dans la même direction avec Hamilton. Je vois pas pourquoi Hamilton, alors que la voiture était performante, que la voiture tenait la route, on a décidé que Hamilton devait aller dans un sens de réglage, Russell dans le sens complètement opposé, ce qui n'apporte rien parce que tu n'as pas de base à quoi te référer. Or, si Hamilton était resté avec les mêmes réglages, Russell aurait pu changer ses réglages et on aurait pu voir si ça marchait mieux avec ces réglages-là ou si ça marchait moins bien du côté de la voiture. Mais comme d'un côté comme de l'autre, on est parti dans des choix opposés, qu'on n'a pas gardé les setups de la course sprint. Bon. Et ben, on ne sait absolument pas où on en est. Donc on est complètement perdu. Et puis donc en course, Hamilton, il avait une voiture qui ne tenait pas du tout la route, qui était complètement instable, qui ne marchait pas. Et ça a été il a eu un Grand Prix très compliqué. Il s'est plaint pendant toute la course. Il n'avait pas de rythme, ça ne marchait pas. Je me demande jusqu'à quel point on n'a pas eu cette idée-là pour que Hamilton perde des points. En disant comme ça, il ne va pas être devant Russell. Je rappelle qu'en fin de saison, Hamilton part, Russell lui reste. Ça ferait mauvais genre que Hamilton batte au championnat pilote Russell l'année où il part. Donc voilà, est-ce que c'est ça? Est-ce que comme Hamilton va partir, forcément il n'a plus les clés en main, il peut plus faire un peu ce qu'il veut, donc peut-être que c'est là-dessus, mais bon, je comprends pas du tout pourquoi on a changé totalement de direction comme ça après un samedi samedi matin qui n'était pas catastrophique quoi du côté d'Hamilton. Je vois pas quelle a été l'idée. Tout simplement. Je vois pas pourquoi on a eu cette stratégie-là, parce que ça n'avait tout bonnement, pour moi, aucun sens. Ça n'avait aucun sens de vouloir faire ça. Donc, je sais pas pourquoi on a voulu complètement changer les choses. J'ai dit une bêtise avec Alonso. J'avais dit qu'il avait fini... parce que j'avais pas les bons trucs là... J'avais une erreur sur mon petit classement. J'aurais dû vérifier avant là-dessus. Parce que Alonso... Oui, il s'était raté sur la course sprint. J'avais bien ce doute-là. Mais Hamilton qui fait deuxième de la sprint, il y avait quand même quelque chose d'autre à faire qui aurait pu être plus intéressant, quoi. Mais c'est vrai qu'ils se sont bien plantés, quoi, sur le Grand Prix. Et puis, on sait qu'en plus, c'est une voiture qui n'aime pas trop rouler dans le trafic. Donc, ça a été encore plus compliqué. Voilà, oui, Alonso, oui, il avait fini 20e. Il avait fini dernier. J'étais bourré.
Mais c'est dommage, voilà, c'est dommage du côté d'Hamilton, parce qu'après, pour samedi matin, et derrière, ça a été très compliqué, voire catastrophique pour la suite de son week-end. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve donc pour les prochaines courses, mais on regarde tout de suite le championnat du monde des pilotes. On regarde tout de suite le classement du championnat du monde pilote avec Max Verstappen qui prend de la marge désormais sur ses adversaires. 110 points de marqués par le néerlandais depuis le début de saison, en fait, à part son abandon en Australie, sinon il a fait du 100%. Derrière Sergio Perez, 85 points. 10 points d'avance sur Charles Leclerc. Carlos Sainz, lui, est à 69 points. 58 pour Lando Norris qui fait une belle remontée et qui revient sur ce paquet pour la deuxième place. Oscar Piastri 6e. George Russell 7, Alonso 8 qui aurait pu marquer donc plus de points ce week-end. Et puis Hamilton devant Lance Stroll qui est donc 10e du championnat du monde pilote. C'est dommage pour Tsunoda ce week-end à 0 points parce qu'il était sur une belle lancée. Le coureur japonais du côté de nos deux pilotes français, toujours 0 points de marqué. Du côté du classement constructeur, Red Bull est en tête avec 195 points devant Ferrari 151 points, McLaren à 96 points, Mercedes 12 points d'avance sur Aston Martin. Et puis ensuite Racing Bull 7 points, As 5 points, Williams, Alpine et Sauber quant à eux n'ont toujours pas marqué le moindre point. Nous on se retrouve donc pour le prochain week-end de course, ça sera du côté de Miami, ça sera pendant le Giro, oui ça sera au moment du départ du Tour d'Italie, du côté du Grand Prix de Miami, et puis 15 jours ensuite après il y aura Imola et Monaco. Voilà pour les 3 prochaines manches du côté du championnat du monde de Formule 1. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao!